Motivation, volonté, comment ça marche? La motivation, c'est quoi au juste? De quoi est-elle faite? De quoi se nourrit-elle? Comment fonctionne-t-elle? La potion magique, pour un matin motivé à boire comme le thé au réveil ou le soir comme une tisane, n'existe pas encore. Dommage. En revanche, il existe la motivation. Premier réflexe inculqué par tous les parents du monde, ouvrons le dictionnaire pour chercher la définition du mot. Selon le Larousse, il s'agit de « ce qui motive, explique, justifie une action quelconque ». Cause, raison, intérêt, élément qui pousse quelqu'un dans son action. Fait pour quelqu'un d'être motivé à agir. C'est un début. Il n'empêche que j'ai envie d'en savoir plus. Cherchons un autre angle sur le site www.psychologie.com pour une analyse plus développée. Terme qui désigne, en psychologie, un vaste ensemble de processus dynamiques, conscients ou inconscients, en particulier les émotions, qui orientent l'action d'un individu vers un but donné. Conscient ou inconscient, les émotions, ça se précise, mais ça se complique en même temps. Avec l'inconscient, on entre dans des notions nettement plus complexes. Mes recherches se poursuivent. Pour savoir comment la motivation est comprise, j'ai demandé à mes proches ce qu'elle représentait pour eux. Avec quoi, quelle idée, quel objet ou quelle chose ils pouvaient la comparer. Mon homme. À l'adrénaline, parce qu'elle donne l'énergie nécessaire pour faire des efforts sportifs, entre autres. C'est le sportif qui parle. Alexis, mon fils. À un ancien réveil que l'on remonte et qui fonctionne tout seul pendant des jours, ou à l'énergie nécessaire au fonctionnement d'un moteur. Ça répond à ta question? Sa formation d'ingénieur qui ressort. Anastasia, ma fille, a une fleur qui se fortifie quand on en prend soin et qui meurt lorsqu'on ne la nourrit plus. Ma fille prend des exemples Flower Power. Motivation extrinsèque ou intrinsèque. À la lumière des nombreuses interviews réalisées pour 365 Mornings et des recherches que j'ai pu mener par ailleurs, la motivation n'existe pas vraiment très clairement. C'est à la fois une force très personnelle et complexe, et une combinaison sophistiquée de besoins, de désirs et de peurs. Deux professeurs de psychologie, Edward L. Deci et Richard Ryan, de l'Université de Rochester, l'une des universités de recherche de haut rang aux États-Unis, ont émis une théorie intéressante. Il existerait une différence entre la motivation imposée de l'extérieur, dite motivation extrinsèque, et la motivation qui vient de nous, de notre fort intérieur, dite motivation intrinsèque. Cette dernière met en marche une action conduite par l'intérêt et le plaisir qu'on lui trouve, sans attente de récompense venant de l'extérieur. On fait les choses pour soi et par plaisir, presque sans réfléchir. Lorsqu'on a faim, on est intrinsèquement motivé à ouvrir le réfrigérateur, même si l'on est confortablement installé dans son canapé. On se lève, on se dirige directement vers ce qu'il nous faut sans réfléchir. C'est le nec plus ultra de la motivation. La motivation extrinsèque, quant à elle, nous conduit à agir pour un but extérieur à nous, comme une récompense, une punition, une pression sociale ou religieuse, le regard d'une personne qui compte pour nous, etc. Dans ce cas, on le fait pour autre chose que sa propre personne. C'est le type même des actions sans réelle satisfaction qui constitue notre quotidien. Si nous ne prenons pas forcément du plaisir dans ce type d'action, nous pouvons toutefois en avoir dans le résultat de celle-ci, comme un salaire par exemple. D'où l'importance, en entreprise, de trouver les leviers de la motivation intrinsèque des salariés. Les fameuses sociétés du palmarès Great Place to Work sont essentiellement des entreprises dans lesquelles les managers ont compris l'importance de la motivation intrinsèque, afin que, à l'image des 7 nains, les salariés réussissent tous les matins à se lever d'un pied léger et quitter leur maison fiers et heureux d'aller travailler. Hi ho, hi ho. Et la volonté, Kezako. La vie de l'homme dépend de sa volonté. Sans volonté, elle serait abandonnée au hasard. Confucius.
Motivation, volonté, quelle différence? Déjà, la motivation flirte avec la volonté. Expliquons-le par une métaphore. Une personne a envie de faire une balade à vélo. La motivation va lui donner l'élan d'enfourcher sa bicyclette pour faire un grand tour dans la campagne ensoleillée, puis, lorsqu'elle va se rendre compte qu'il y a des bosses et des montées, que le vent est plus frais qu'elle ne le pensait, qu'il est toujours de face et que finalement ce n'est pas aussi fun que prévu, la motivation peut retomber à zéro d'un coup et l'amener à rebrousser chemin. Pour continuer malgré le froid et la fatigue, la volonté et le mental doivent reprendre les commandes, avec cette petite voix intérieure qui refuse de lâcher et qui dit « je vais continuer quand même et malgré tout ». La motivation, c'est l'énergie première, la dopamine, l'étincelle qui nous met en mouvement, l'enthousiasme qui va nous faire démarrer un projet. Puis, par nature, parce qu'une étincelle ne reste qu'une étincelle, quand celle-ci commencera à s'essouffler, c'est la volonté qui servira de carburant pour continuer à avancer. Mais attention, notre volonté a aussi ses propres limites. Il faut la voir comme un grand réservoir d'énergie, un stock qui, comme toute provision, peut s'amenuiser. Chaque fois que l'on fait quelque chose qui ne nous correspond pas vraiment, on puise dans le stock de cette fameuse motivation extrinsèque, et cela devient un effort. Et là, forcément, à terme, on lâche. Comment faire pour maintenir le niveau de carburant de la volonté? La motivation, c'est l'énergie qui nous met en mouvement. La volonté, c'est le carburant qui nous fait tenir sur le long terme. Sur la planète médecine. Pour trouver la réponse, j'ai visité une nouvelle planète savante, celle de la médecine, avec Gonzague de la Rocque, ami et médecin addictologue, afin de profiter de son expertise scientifique. Sorte de médecin philosophique, Gonzague fait non seulement partie des personnes qui cherchent, s'interrogent et observent, mais il sait aussi vulgariser les concepts les plus compliqués. Avec lui, je comprends tout. Médecin praticien et homme de terrain, il a créé un atelier de la volonté et passe ses journées à aider des personnes en souffrance qui doivent absolument se débarrasser d'habitudes autodestructrices. Gonzague sait de quoi il parle, parce que là, dans une telle pratique, on est en haut de l'échelle dans l'obligation de changement. Il s'agit de faire comprendre rapidement le lien entre motivation, volonté et changement d'habitude, pour s'en sortir. En résumé, voici ce que m'a appris Gonzague. Actuellement, il existe deux concepts de volonté. La force qui nous pousse à faire quelque chose pour atteindre un objectif et celle qui nous contrôle et qui nous retient. Fais pas ci, fais pas ça. Comme la volonté de ne pas manger des cookies au chocolat quand on est au régime. Ce sont ces deux concepts qui sont aujourd'hui utilisés dans le domaine des sciences. En neurobiologie, par exemple, on a pu identifier les circuits de la récompense qui gèrent les fonctions vitales comme le fait de boire, de manger ou d'avoir des rapports sexuels. Ces circuits actionnent à la fois un noyau de neurones qui pousse à consommer et un autre qui contrôle la consommation. Fort heureusement, il existe un équilibre entre les deux. Le matin, lorsque l'on a faim, on se fait, grâce au premier noyau, des tartines à la confiture de fraises, mais grâce au second, on ne mange pas toute la baguette à s'en rendre malade. On retrouve ces deux concepts en psychanalyse avec le ça, cette force instinctive qui nous pousse à agir, et le surmoi qui embrasse les interdits sociaux et nous pousse au contraire à nous contrôler. Face à ces deux notions, en émerge une troisième, plus alternative, l'action volontaire. Selon Roberto Assagioli, psychanalyste italien, volonté et action sont indissociables. Ainsi, une action volontaire ne prend tout son sens qu'après avoir été exécutée. C'est parce que l'on agit que nous avons une opinion sur nous et que les autres nous renvoient une image de nous-mêmes. Je peux toujours répéter à l'envi que j'adore faire du sport le matin, que je trouve cela formidable de me réveiller plus tôt pour faire de l'exercice et me sentir en forme. Si tous les jours je reste dans mon lit en laissant sonner le réveil pendant des heures, incarnant le fameux « you snooze, you lose », il est peu probable que je sois fière de moi et que mon conjoint me renvoie, me concernant, l'image d'une personne sportive. Pour Assagioli, il n'est de volonté que dans l'action. Ce que l'on appelle la volonté, c'est l'action.
me précise Gonzague, et toute action, si petite soit-elle, est déjà de la volonté. Autrement dit, une personne qui est dans l'action est forcément dans la volonté. Pour parodier Descartes, le concept de l'action volontaire est « j'agis, donc je suis ». Des expressions comme « tu n'as pas de volonté, si tu avais de la volonté, tu arrêterais » ou bien « ce n'est qu'une question de volonté » n'ont plus de sens dans un monde où tout est action. Toute action est volontaire. Ne pas avoir de volonté reviendrait à ne pas être dans l'action, or cela n'est pas possible. Même quand on ne fait rien, on fait ce rien, qui est quand même quelque chose. Seuls les morts sont dans l'inaction. Et voilà la première bonne nouvelle que nous apporte le concept de l'action volontaire. Nous sommes vivants. La vie, c'est ça, une série ininterrompue d'actions. Étant vivants, nous sommes obligatoirement dans l'action. Obligés de respirer, de boire, de manger, d'aller à droite, à gauche, obligés d'agir. Résumons. Chacun possède un capital volonté, et la volonté, c'est l'action. Pour autant, il faut reconnaître qu'il existe des actions pour lesquelles on se mobilise plus facilement que pour d'autres, et des moments de notre vie où il nous est plus facile d'agir. Ceci est le cas quand le moral est bon. Pendant des périodes de déprime, même prévoir des vacances au soleil peut devenir une tâche laborieuse. Petite parenthèse, si vous constatez qu'en dépit de vos efforts, vous ne parvenez pas à vous motiver, que vous êtes sans cesse épuisé et sans jus, il est peut-être nécessaire de consulter votre médecin. En effet, cette perte de motivation, cette fatigue chronique, ce « j'ai pas envie » qui empêche d'avancer, peuvent cacher une dépression clinique qu'il est indispensable d'identifier et de traiter. Il faut aussi noter qu'il existe des inégalités. Certaines personnes débordent d'énergie alors que d'autres ont plus de mal à se mouvoir. Mais dans tous les cas, chacun possède un minimum de capital volonté. L'important, la base du changement, pour se donner confiance et réussir à modifier ses habitudes, c'est de partir de ce minimum. Vous pouvez toujours l'actionner à votre niveau, et dans n'importe quelle circonstance, y compris celle de vous lever plus tôt le matin.